La Covid-19, qui touche le monde entier depuis le début de l'année 2020, a un impact qui ne se limite pas à la branche du sanitaire. En effet, une enquête de Medscape, réalisée auprès des médecins et parue en fin d'année 2020, démontre une nette augmentation du sentiment d'épuisement professionnel. Cette enquête annonce que 51% des médecins interrogés ressentent des symptômes de l'épuisement professionnel contre 30% en 2018. La situation sanitaire actuelle étant en constante évolution, les chiffres concernant d'autres professions ne sont pas encore publiés. Dans notre présentation, nous partirons donc du principe que toutes les professions ont ressenti également cette hausse du sentiment d'épuisement professionnel. Notre travail permettra de répondre à la question: quels sont les enjeux de l'épuisement professionnel dans nos sociétés contemporaines? Au cours de notre présentation, nous allons vous définir ce qu'est l'épuisement professionnel, ses causes et ses conséquences. Nous verrons également quelles sont les différentes méthodes de prise en charge et de prévention. Afin d'étayer notre discours, nous nous appuierons sur de courts témoignages recueillis lors d'un sondage où les personnes nous ont présenté leurs préjugés sur l'épuisement professionnel, mais nous nous appuierons également sur deux entretiens que nous avons réalisés. Le premier avec une infirmière de 45 ans travaillant en tant que vacataire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, déclarée en état de burn-out durant la crise sanitaire. Le second entretien a été réalisé avec une personne de 47 ans, directrice d'établissement d'hébergement de personnes âgées, qui est en situation de burn-out depuis fin mars environ. Je vous souhaite une bonne écoute. Lorsque l'on parle d'épuisement professionnel, selon une enquête que nous avons réalisée, beaucoup d'individus pensent directement au burn-out. Le burn-out est issu d'une combinaison de différents facteurs. Il résulte de l'état psychique, du travail et de l'environnement professionnel de l'individu. Selon l'INRS, l'Institut de recherche nationale et de sécurité, on repère 6 causes principales d'établissement d'un burn-out. Elles sont les suivantes: la surcharge de travail et la pression temporelle, le faible contrôle sur son travail, le manque d'équité, les faibles récompenses, le manque de clarté dans les objectifs et les moyens, et pour finir, les conflits de valeurs et demandes contradictoires. Plusieurs causes sont majoritairement présentes dans certaines branches de profession. En effet, ces différents facteurs peuvent s'accumuler pour les professions d'aide à autrui, telles que les médecins, les professeurs, les travailleurs sociaux, etc. Diverses études démontrent qu'il est plus dur pour le professionnel d'avoir des objectifs en accord avec ceux de l'entreprise, lorsque celui-ci exerce un métier de service d'accompagnement aux personnes. Par exemple, dans le milieu médical, le soignant n'a pas les mêmes objectifs que celui de la structure. Dans une visée économique, on lui demandera d'être plus rapide tout en donnant les mêmes soins. On se rend compte qu'il est quasiment impossible pour le professionnel de répondre à ces deux attentes antagonistes. Il va être confronté à une impasse. Il devra, s'il le peut, redoubler d'efforts pour travailler plus dans un temps plus court ou réduire ses attentes. Cependant, certains soignants évoquent travailler de façon machinale et avoir perdu leur envie d'exercer. C'est ce qu'évoque une infirmière de 45 ans que nous avons interrogée, qui travaille au sein d'un EHPAD. Elle dit ne plus avoir ce qui l'a motivée à devenir infirmière, l'aide et le contact à l'autre. De plus, elle ne se retrouve plus au sein de son métier et cela lui fait perdre sa motivation d'exercer. Elle s'est trouvée une autre passion, l'esthétisme, qu'elle pratique sur son temps libre. Elle raconte que ce métier lui permet de retrouver le lien à l'autre. On remarque aussi que les lieux de travail et la cohésion d'équipe sont aussi des facteurs importants pour le bien-être au travail. Un mauvais climat au travail entre les employés ou supérieurs peut créer des tensions et de la rivalité entre les individus. Cette concurrence empêche la bonne cohésion de travail. Elle peut être très problématique lorsque les professionnels doivent travailler en groupe. Par exemple, un psychologue peut être amené, selon la structure, à collaborer avec des éducateurs, des ergothérapeutes, art-thérapeutes, etc. Une mauvaise entente de groupe empêche alors d'atteindre les objectifs fixés par les professionnels. Cela peut donc engendrer un cercle vicieux. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques psychiques du sujet. Les hommes et les femmes sont égaux face au risque d'épuisement professionnel. L'inégalité se situe en réalité entre les professions. Certaines sont en effet plus touchées que d'autres. Les métiers de contact avec autrui sont particulièrement touchés par l'épuisement professionnel. Ces métiers d'aide, où parfois il s'agit de sauver l'autre, par exemple en étant pompier, soignant, aide à l'enfance, etc., confrontent le professionnel à ses propres limites. En effet, tout le monde ne peut pas être sauvé et c'est souvent difficile à accepter. Les caractéristiques du sujet sont aussi à prendre en compte. En effet, les individus dynamiques, convaincus que l'énergie qu'ils déploient dans leur travail est sans limite, sont les plus à risque, car ils pensent que, généralement, tous leurs efforts, tout le temps, l'énergie qu'ils investissent dans leur travail seront récompensés et que cela leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Mais cela n'est pas vrai. C'est en étant confronté à la réalité du terrain, on fait qu'une opération, par exemple, est menée au décès d'un patient, ou encore que certains jeunes regagneront pas les chemins de l'école, etc., que certains professionnels se trouvent alors en grande difficulté. Fraudenberger dit d'ailleurs que le burn-out, c'est la maladie de l'âme en deuil de son idéal. Plus l'écart
entre l'idéal de l'individu et la réalité est grand, plus le sujet risque de connaître une situation de burn-out. Le début de carrière est donc une période cruciale car le jeune professionnel se trouve d'un coup confronté à la réalité du terrain. Une jeune conseillère en orientation qui a 22 ans nous en a parlé dans son témoignage. Elle nous a dit « Et puis, le problème, c'est aussi que nous, on sort des études, on est plein d'idées, de positivisme, donc bon, on se fait vite casser en deux. » Le burn-out est donc lié à l'intériorisation des idéaux, parentaux et sociétaux, et à la société qui demande une somme d'efforts considérable sans pour autant amener les récompenses et la satisfaction attendues en contrepartie. Donc moi, désormais, je vais vous parler des conséquences sur le travail. Donc à l'apparition des premiers symptômes, il arrive que la personne concernée ne se rende pas forcément compte dès le début qu'elle soit en train de faire un burn-out. C'est-à-dire qu'elle s'imagine seulement être dans une mauvaise période, un fort état de fatigue. Et alors à ce moment-là, elle va entrer dans un déni de son mal-être. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça peut impacter son travail. Donc la personne, comme elle n'est plus motivée, elle n'est plus stimulée, elle va avoir une baisse de production. Alors la personne concernée, elle peut donc entrer dans un cercle vicieux. Je me sens mal sans savoir que c'est à cause de mon environnement de travail et je n'arrive pas à faire le travail demandé correctement. Cela me frustre, je redouble donc d'efforts pour réaliser les tâches demandées, cependant cela augmente mon mal-être. On voit donc bien que le mal-être influe sur la personne au travail, sur les performances de la personne au travail et que cette dernière impacte donc la santé psychique de la personne. Après, cela varie en fonction de la personne et de l'environnement de travail dans lequel elle se trouve, bien sûr. Ensuite, pour ce qui est des conséquences sur le sujet lui-même, nous avons interrogé plusieurs personnes afin de connaître leurs avis sur ce qu'était le burn-out et ses symptômes. Alors, nous avons retenu le témoignage de Madame X qui a 31 ans et qui nous dit, je cite, « Le burn-out, c'est la dépression, le stress. L'épuisement professionnel, ça part tout d'abord du mental. Tu te sens plus en mesure de travailler correctement. Tu n'es pas motivé pour aller au travail. Le matin, tu préfères rester au lit. Tu es fatigué constamment. » Alors aussi, on a retenu que l'épuisement professionnel pouvait avoir de lourdes conséquences sur le sujet. Également, il existe de nombreux symptômes répertoriés sous différentes catégories. Les symptômes émotionnels, les symptômes physiques, les symptômes cognitifs, les symptômes comportementaux et les symptômes motivationnels. Donc pour ce qui est des symptômes émotionnels, tout d'abord, ils peuvent être définis par la phrase « tout me stresse et m'angoisse ». En effet, les personnes qui subissent les manifestations d'un burn-out peuvent ressentir un épuisement émotionnel intense. Elles vont développer ainsi de l'anxiété, du stress, de la nervosité, des angoisses, mais elles peuvent aussi avoir une variabilité de l'humeur, passer par avoir des interprétations négatives des événements, avoir de l'hypersensibilité, des idées suicidaires, de la rumination, ainsi que de l'apathie. Les symptômes physiques sont parfois traduits par une phrase type comme « parfois j'ai mal au dos, puis au ventre, j'ai mal un peu partout en fait ». Les individus peuvent témoigner en effet de vertiges, de problèmes de peau, de dos, de migraines ou encore de troubles alimentaires ainsi que de troubles gastro-intestinaux tels que les ulcères. Tous ces symptômes peuvent avoir un impact très important dans la vie quotidienne. Concernant les symptômes émotionnels et physiques, nous avons eu la chance de pouvoir obtenir le témoignage d'une personne en situation de burn-out. Il s'agit d'une directrice d'un établissement d'accueil de personnes vieillissantes. Elle exprime un sentiment d'épuisement physique et émotionnel, une saturation. Elle parle d'un épuisement physique avec des vertiges à répétition qui l'ont conduite à consulter une psychologue. C'est même cette dernière qui lui a indiqué qu'elle était en burn-out. En effet, la patiente n'avait pas conscience de son épuisement professionnel. Elle dit s'être ressentie seule et non accompagnée dans cette situation sanitaire. Elle parle d'une surcharge de travail et de responsabilité. Les symptômes cognitifs peuvent être mis en lumière par cette phrase « ma mémoire me lâche ». Ces symptômes sont généralement le signe d'un épuisement professionnel, des troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, de l'organisation et de la compréhension peuvent apparaître. La prise de décision dans l'environnement professionnel ainsi que le fait d'atteindre ses objectifs peut devenir de plus en plus difficile pour la personne. Les symptômes comportementaux, quant à eux, peuvent se caractériser par un repli sur soi et par conséquent un isolement social. Les personnes en situation de burn-out peuvent l'exprimer ainsi « je préfère rester seule ». Il peut y avoir également de la part des personnes en situation de burn-out une perte d'envie et de plaisir, de l'impulsivité, de la patience et de l'hostilité à l'égard d'autrui. Elles peuvent même développer des comportements addictifs, drogue ou autres, et ou dépressifs. Les symptômes motivationnels peuvent se caractériser par cette phrase « comment ai-je pu en arriver là ?» En effet, on peut retrouver dans ces symptômes une perte d'entrain, une baisse de motivation, une certaine incapacité à réaliser une tâche
ou encore une dévalorisation de soi sur le lieu de travail. Après avoir parlé de ces différents symptômes, il est tout de même important de rappeler que toutes les personnes en situation de burn-out ne vont pas forcément avoir tous ces différents symptômes en même temps. En effet, suivant l'environnement professionnel, personnel, social, etc., il est possible que certaines personnes développent certains de ces symptômes à des degrés, des échelles d'intensité différentes. La prise en charge de l'épuisement professionnel s'envisage suite au diagnostic opéré par le médecin du travail. En plus de la prise en charge thérapeutique et médicamenteuse, l'entreprise a aussi son rôle à jouer. Michel Delbrück théorise une stratégie de prise en charge en plusieurs phases, au travers desquelles l'institution du travail intervient ponctuellement. Les 3 premières phases concernent le sujet et le thérapeute. Il s'agit de communiquer les faits, d'évaluer les signes et d'accepter le diagnostic. Le lien au travail va alors être coupé, selon une 4e phase qui est la phase de désengagement ou d'écartement du travail. Elle est légitimée par un arrêt maladie. Sa durée est souvent supérieure à 6 mois et en moyenne s'étend jusqu'à 2 ans. Cette période est nécessaire à la reconstruction identitaire et professionnelle. Dans le même temps, la thérapie se poursuit par une phase de recherche de sens. Lorsqu'elle arrive à terme, le sujet entre en phase de redécouverte. Il renoue avec l'envie d'avoir une activité professionnelle. Lorsque le sujet passe en pratique, il entre en phase de réapprentissage et de résolution. Le rôle de l'entreprise est alors crucial. Il s'agit de mettre au point un planning qui permet une reprise du travail progressive en termes de charge, de fréquence et de durée du travail. Elle use pour ce faire de mesures transitoires telles que l'emploi à temps partiel, l'attribution d'un poste dans un secteur adjacent ou peut proposer également des coachings et suivis personnalisés. Mais cette attention particulière ne doit pas empêcher l'autonomie du salarié. L'autonomie du salarié a des vertus, notamment elle permet l'amélioration du sentiment d'efficacité, elle permet de booster la motivation au travail et la satisfaction personnelle. Ce temps de reprise, c'est aussi l'occasion de développer le soutien social, c'est-à-dire le soutien des collègues et de la hiérarchie. Ce soutien permet de valoriser l'estime de soi, le sentiment d'accomplissement personnel, la perception d'une charge de travail moins lourde. Et à moyen terme, ça permet également de valoriser d'atténuer les phénomènes d'épuisement émotionnel et de dépersonnalisation. Ce climat doit permettre en somme aux salariés de se réaffirmer. Lors de cette phase, les rechutes sont fréquentes, il s'agit de composer avec. Enfin, il est possible que la réorganisation du travail ne soit pas suffisante, auquel cas il s'agira de changer de travail. Les entreprises ayant un rôle régulateur peuvent mettre en place des actions de prévention. Elles sont même tenues de respecter certaines lois définies par le Code du travail. Par exemple, selon l'article L. 4121-1, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des employés de sa société. Au départ, il y a une démarche de recherche des risques psychosociaux au sein de l'entreprise menée par le médecin du travail. Elle pourra s'appuyer sur le rapport GOLAC qui recense 6 catégories de facteurs de risque psychosociaux. Puis, des actions sont mises en place au sein de l'entreprise afin que les salariés évoluent dans un environnement de travail sain. Par exemple, comprendre les opportunités et les besoins individuels des employés en contribuant à l'élaboration de meilleures politiques pour la santé mentale au travail, ou bien la sensibilisation à l'environnement de travail et à la manière de l'adapter pour favoriser une meilleure santé mentale. Afin que la santé mentale des salariés soit protégée et favorisée, il y a des actions comme l'information du personnel sur le soutien disponible et la participation des employés à la prise de décision. Plusieurs approches de la prévention de la dégradation de la santé mentale au travail existent, selon Sabine Suarez et Jacques Josso. La première approche est centrée sur le travailleur. Elle permet aux salariés les plus en difficulté de réaliser une analyse fine de leur situation afin de redécouvrir des marges de manœuvre au sein de l'entreprise et d'agir à nouveau. L'approche par risque a pour but d'identifier les composantes toxiques de l'environnement comme le style de management, les horaires ou bien les relations avec les collègues. De les modifier et de former les travailleurs à prendre de la distance et à mieux gérer leur stress. Enfin, la reconception organisationnelle à partir de l'analyse de l'activité vise l'identification des contradictions entre le travail réel et le travail prescrit par l'organisation formelle. Sur ce schéma, nous pouvons voir la méthode de prévention de l'épuisement professionnel, une des méthodes, où il y a une phase initiale avec la prévention de tous les acteurs, puis une démarche permanente
qui peut se renouveler avec des discussions de tous les acteurs, puis la reconception et l'adaptation de la gestion et de l'organisation, et enfin une mise en œuvre de la stratégie. Pour conclure aujourd'hui, l'épuisement professionnel est toujours un fait d'actualité, malgré un fort intérêt des entreprises pour comprendre leurs salariés depuis le XXe siècle, suite au Fordisme et au Taylorisme. Mais, malgré les études pour comprendre les souffrances au travail, le monde étant régi par l'économie, on ne cesse de voir croître ce phénomène. En effet, la crise sanitaire actuelle crée un bouleversement dans notre société et favorise l'installation du burn-out chez les individus. Cette actualité renforce l'importance de l'action de prévention et des psychologues du travail qui luttent contre le phénomène de risques psychosociaux et pour la santé mentale des travailleurs.